Et je vous en parlais à l'instant, cette nouvelle vague de bombardements russes sur plusieurs villes d'Ukraine, Kiev, Kharkiv, Lviv, Odessa. En une seule journée, la Russie a tiré un nombre record de missiles. L'occasion pour nous de faire le point sur la stratégie militaire de Kiev, alors que la question de la mobilisation des soldats fait l'objet d'un bras de fer entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef d'état-major de l'armée Valéry Zaloujny. Notre invité ce soir est Ulrich Bouna. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du 64. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé chez Open Diplomacy et vous êtes l'auteur de La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective, paru aux éditions du Cygne. Et nous sommes également en direct de Kiev avec Claude Guibal, journaliste et correspondante de Radio France. Claude Guibal, comment d'abord cette journée d'attaque record, elle a été vécue par les Ukrainiens ? Bien, écoutez, ce matin, en tout cas ici à Kiev, elle s'est manifestée par un réveil extrêmement violent. Il y a eu les alertes anti-aériennes, mais il faut dire que la population de Kiev a pris l'habitude de ces alertes. Donc, la plupart des gens sont restés chez eux. Et puis, on a entendu les explosions vers 7h30 environ ce matin, une colonne de fumée. Et la matinée s'est déroulée comme ça, avec des incendies dans plusieurs lieux de la capitale qui avait été touché. Cet après-midi, il y a eu une autre alerte, mais cette fois-ci sans que des projectiles n'atteignent la capitale. Et à ce moment-là, eh bien, sur la place Maïdan, la plupart des gens essayaient de vaquer à leurs occupations. Certaines personnes s'étaient réfugiées à l'intérieur du métro, mais il y avait quand même pas mal de gens dans les rues, comme une façon de dire aux Russes que l'Ukraine ne céderait pas à la peur. Merci beaucoup Claude Guibal en direct de Kiev. Ulrich Bouna, je me tourne vers vous. Cette attaque massive, cette attaque record, comme dit Kiev, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement de la capacité de frappe de la Russie ? Est-ce que ça veut dire que la Russie aujourd'hui est en train de gagner du terrain par rapport à l'armée ukrainienne ? Alors sur le terrain, il n'y a pas véritablement de changement dans la ligne de front. Cette attaque, alors... Il y a deux façons de l'interpréter. Je dirais qu'il y a déjà d'une part le fait que sur ces dernières semaines, la Russie avait volontairement restreint ses frappes à l'aide de missiles et utilisé essentiellement des drones Shahed iraniens qui ne faisaient pas beaucoup de dégâts parce qu'ils sont relativement faciles à abattre pour la défense antiaérienne ukrainienne. Donc on savait grosso modo que les Russes constituent des réserves pour potentiellement frapper fort en envoyant plus d'une centaine de missiles comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et donc effectivement on savait que ça allait venir. Et donc ça, c'est je dirais la vision moyen terme. Et après, sur la vision court terme, il est possible aussi que cette frappe puisse être interprétée comme une réponse à la destruction du navire de débarquement il y a 3 jours dans le port de Féodosia. Donc a priori quelque chose d'assez ponctuel, ou alors on doit s'attendre à ce que d'autres frappes de ce type surviennent dans les prochains jours, et notamment à l'approche de l'anniversaire des 2 ans de la guerre. Alors on sait que Vladimir Poutine a un petit peu ce petit faible pour les dates importantes et marquer les anniversaires entre guillemets. Après, la Russie n'a pas non plus des capacités illimité pour la production de missiles. Grosso modo, si on prend certains missiles comme le KH-101 qui a été tiré aujourd'hui, ils en ont tiré à peu près 90. Leur capacité de production est de quelques centaines par an. Donc il serait très compliqué pour les Russes de reproduire ce genre de frappe de façon très récurrente avec autant de missiles, plus de 100 missiles. Néanmoins... La capacité de la Russie à frapper, et c'est aussi l'intérêt de masser ces frappes, c'est qu'au final, ça sature la défense antiaérienne ukrainienne qui ne peut pas répondre à tout, et notamment aux missiles balistiques. Dans ce contexte se pose évidemment la question de l'état des forces armées ukrainiennes. Aujourd'hui, après 22 mois de guerre, est-ce qu'elles sont toujours en mesure de se battre ? Alors, elles sont toujours en mesure de se battre. D'ailleurs, on imagine qu'il y a un épuisement quand même chez les soldats. Tout à fait, elles tiennent le front. Néanmoins, ce que l'on voit venir, effectivement, et je dirais que c'est aussi un peu lié au fait que la contre-offensive n'a pas amené les résultats escomptés. Les soldats et le peuple ukrainien attendaient vraiment beaucoup de cette contre-offensive. Il y avait un vrai espoir de pouvoir vraiment rebattre les cartes et forcer la Russie, grosso modo, à capituler en quelque sorte. C'est pas ce qui s'est produit. On s'installe vraiment dans une guerre longue, une guerre de tranchées extrêmement compliquée, avec des hommes qui, certes, ont des petites rotations du front, mais ne reviennent jamais vraiment à l'arrière. Pour expliquer un peu comment ça fonctionne, quand vous êtes sur le front dans le Donbass, vous avez 1 semaine, 10 jours, vous pouvez repartir dans une ville qui a 100 km, à Kramatorsk par exemple. Vous allez voir votre famille qui se déplace sur place et vous repartez au front. Donc il n'y a pas véritablement de coupure. Donc effectivement, on commence à voir en Ukraine des familles de soldats mobilisés depuis 22 mois qui commencent à dire il serait temps que nos hommes rentrent à la maison et que d'autres aillent leur place au front. Et justement, Ulrich Bouna, vous étiez, en septembre en Ukraine. Comment sont perçus par la société ukrainienne aujourd'hui les hommes qui ne sont pas mobilisés au sein de l'armée ?
Je dirais qu'il y a deux perceptions. Il y a d'une part le besoin que la vie continue et le besoin que l'économie tourne aussi. Il y a des hommes qui s'engagent par exemple dans la défense nationale, enfin je veux dire dans l'industrie de défense nationale ou dans diverses activités. Il y a quand même aussi chez ceux qui ne s'engagent pas, il y a deux choses. J'ai même trois sentiments. Il y a un sentiment de fatalité dans le sens où certains se disent que de toute façon leur tour viendra à un moment donné parce qu'il faudra bien aller défendre la patrie, mais sans véritable enthousiasme comparativement à ce qu'on a pu avoir en février 2022. Il y a ceux qui, pour diverses raisons, parce qu'ils ont une vie de famille, ce genre de choses, essayent d'éviter grosso modo la conscription en se cachant littéralement ou en reprenant des études, puisque ça fait pour l'instant partie des exemptions possibles au service militaire. Et ça, on est capable de chiffrer, par exemple, combien d'hommes qui étaient inscrits dans la vie active ont décidé de reprendre des études, par exemple, pour échapper à cette mobilisation au sein de l'armée? À ma connaissance, on n'a pas véritablement de chiffres précis. Le seul chiffre que j'ai vu passer, qui est un chiffre fourni par le ministère de la Défense ukrainien, qui est qu'a priori, ils estimaient qu'environ une dizaine de pourcents des gens en âge de se battre côté ukrainien essaieraient d'éviter une mobilisation si jamais elle était décrétée. En tout cas, cette question de la mobilisation, on a bien compris, et on le voit à travers la presse ukrainienne et internationale d'ailleurs, que c'est une source de tension en Ukraine entre d'une part le président Volodymyr Zelensky et d'autre part le chef d'état-major de l'armée, Valéry Zaloujny. Pourquoi est-ce que le sujet est aussi épineux? Pourquoi est-ce qu'il est source de tension entre ces deux hommes? Je pense que la source de tension repose vraiment sur qui va porter la responsabilité, en fait. Très concret. La responsabilité de mobiliser des hommes supplémentaires. Tout à fait. Il est très clair que si on se passe d'un point de vue purement... C'est vraiment une décision politique dans le sens où finalement, pour Volodymyr Zelensky, qui a toujours un message extrêmement positif, extrêmement volontaire, parler de mobiliser 500 000 hommes, il faut savoir que l'armée ukrainienne... toutes branches confondues, avec les gens dans les bureaux, etc., c'est à peu près 1 million d'hommes. Donc 500 000, c'est colossal en termes de niveau de mobilisation. Et donc, pour le président Zelensky, qui a toujours un message positif, c'est extrêmement compliqué à porter politiquement. Ça va probablement avoir un impact politique aussi sur la vision que les Ukrainiens ont de Volodymyr Zelensky. Et donc, il cherche à en rejeter un petit peu la responsabilité sur le chef d'état-major, sur l'armée ukrainienne. C'est pour ça que lorsqu'il a parti de ce chiffre de 500 000 hommes, il a dit qu'il allait challenger, grosso modo, l'armée ukrainienne. De son côté, le général Zaloujny, le chef d'état-major, lui, rejette finalement la responsabilité. Il dit juste que si il faut tenir le front, s'il faut faire un certain nombre de rotations, s'il faut compenser les hommes tombés par cette guerre d'attrition, il va falloir mobiliser plus. Mais donc on sent bien un petit peu ce jeu de... Voilà, le politique rejette la responsabilité au militaire pour ne pas avoir à supporter les conséquences et le militaire finalement met le politique face à ses responsabilités. Mais justement, le fait que la contre-offensive piétine depuis des mois, est-ce que c'est vraiment un problème d'effectif militaire ou est-ce que c'est un problème de stratégie militaire? Je dirais que c'est sans doute un peu tout. Après, je pense qu'il y a eu une erreur au départ sur cette contre-offensive. Les gens en ont beaucoup trop attendu en Ukraine et aussi dans une partie des soutiens internationaux de l'Ukraine. Les Russes étaient vraiment très bien préparés défensivement. Il est vrai aussi que la stratégie mise en place au départ par l'Ukraine qui faisait un petit peu une symétrie et comparativement reprenait un petit peu les stratégies de l'OTAN avait peu de chances de fonctionner puisque l'Ukraine ne possède pas véritablement de suprématie aérienne, ce qui est un petit peu la base de la stratégie militaire des forces otaniennes. Donc on est tombé sur une guerre finalement un petit peu d'attrition avec des progressions extrêmement lentes qui a été très coûteuse en hommes, côté ukrainien, côté russe aussi bien sûr, mais côté ukrainien. Et c'est surtout le fait que l'absence finalement de résultats positifs a mis un petit peu toute la stratégie de communication de Volodymyr Zelensky sur la fin d'une guerre relativement rapide, etc., a finalement déstabilisé cette communication et il faut bien en porter la responsabilité. Et l'autre impact que ça a eu, c'est que finalement, une partie des Occidentaux qui s'étaient dit finalement, voilà, donnons ça à l'Ukraine et en fin 2023, c'est terminé. Là, on voit bien que finalement, le soutien à l'Ukraine maintenant devient l'objet de batailles politiques et politiciennes au sein des Occidentaux. Et notamment aux États-Unis, on l'a vu, où ça fait beaucoup débat au sein du Congrès américain. Aujourd'hui, Ulrich Bouna, qu'est-ce qui empêche concrètement, au niveau de la loi, le président Volodymyr Zelensky de mobiliser plus d'hommes au sein de l'armée? Alors, en vrai, rien. Il pourrait tout à fait signer un décret.
permettant la mobilisation. Il ne l'a pas fait pour le moment. Ce qui se passe actuellement, c'est que je pense aussi que pour beaucoup d'Ukrainiens, et on l'a vu il y a quelques mois lorsque l'ensemble des personnes responsables des centres de recrutement avaient été limogées par le président, il y a un certain ressentiment au sein de la population ukrainienne pour dire je veux bien être mobilisé, mais suivant des règles claires et précises et sans passe-droit. C'est-à-dire que, grosso modo, une certaine partie de la population sont capables, via la corruption, soit de sortir du pays, soit d'échapper à la conscription en devenant chauffeurs routiers, il y a certaines catégories de population protégées. Et donc, du coup, effectivement, dans ce cadre-là, il y a une loi qui est en cours de discussion à la Rada, donc le Parlement ukrainien, pour justement fixer les règles de cette nouvelle mobilisation, aussi bien sur la tranche d'âge, on parle de passer d'un âge de 27 à 25 ans pour le début de la mobilisation, et aussi pour définir quelles seraient les catégories de population qui seraient concernées, exemptées. Et donc, c'est ça, finalement, je pense que les Ukrainiens attendent aussi, c'est il faut défendre la patrie, mais par contre que les règles soient justes pour savoir qui ira se battre ou pas. Et d'ailleurs, la question de la mobilisation des femmes, elle reste pour l'instant assez floue, je crois, en Ukraine. Tout à fait. Donc, il y a effectivement des femmes qui font partie de l'armée ukrainienne, en femmes combattantes, pas uniquement dans les unités annexes. Mais effectivement, je crois qu'on est à 10% ou 10-15%. Donc, c'est effectivement assez faible. La question, effectivement, se posera du rôle des femmes puisque de toute façon, on va dire le pool de personnes mobilisables en Ukraine est forcément limité, comparativement à la Russie. Oui, et alors la semaine dernière, on a assisté à un petit rétropédalage assez intéressant. Le ministre de la Défense ukrainien a évoqué l'idée de pouvoir mobiliser les Ukrainiens qui étaient partis à l'étranger. Les attachés de presse ensuite du gouvernement ont rétropédalé. Qu'est-ce que ça nous dit finalement peut-être de la cacophonie qui se joue dans les coulisses du pouvoir? C'est que justement ce sujet est effectivement assez explosif en termes voilà, on est vraiment sur des chiffres assez importants, 500 000 personnes, et donc effectivement l'idée est d'essayer de voir comment peut-être soit minorer ce chiffre, soit aussi faire participer, entre guillemets, ceux qui sont à l'étranger. Après, d'un point de vue purement organisationnel et légal, ça me semble quand même extrêmement compliqué. Voilà, on sait que le gouvernement estonien avait dit qu'il était prêt à donner son aide, mais il me semble relativement irréaliste d'essayer de mobiliser ceux qui sont à l'étranger. Et j'ajouterais que ceux qui sont à l'étranger, pour une partie d'entre eux, sont aussi liés un petit peu à la nomenclatura ukrainienne. Donc c'est aussi ça qui se joue, c'est-à-dire que pour les Ukrainiens, qui n'ont pas eu la chance de partir à l'étranger, ça résonne un petit peu d'un point de vue un peu populiste, on va dire, ce genre de proposition qui vise à dire on va aller chercher les fils des riches, entre guillemets, qui sont partis se réfugier en France ou ailleurs. Et alors pour revenir sur le profil du chef d'état-major de l'armée, Valéry Zaloujny, il est de plus en plus présenté comme un potentiel rival politique de Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut déstabiliser, faire de l'ombre peut-être à Zelensky en vue de la présidentielle qui va se jouer en 2024, qui est censée se tenir en 2024, si elle se tient? Pas, a priori, il ne devrait pas se tenir, enfin ça semble peu probable, mais effectivement ce qui se passe, c'est que le général Zaloujny est l'homme le plus populaire d'Ukraine. Grosso modo, il est à plus de 90% de taux de confiance. Et à contrario, le président Zelensky a encore une cote de popularité de plus de 60%, je crois. Il reste l'homme politique le plus envers lequel les Ukrainiens ont le plus confiance. Néanmoins, il y a un an, il était à plus de 80% d'opinion positive. Donc effectivement, avec ce retour de la fin de l'Union sacrée et ce retour un petit peu de la politique en Ukraine, il y a effectivement des rumeurs qui visent à dire que potentiellement le général Zaloujny pourra avoir des envies d'entrer en politique à un moment donné et potentiellement serait effectivement beaucoup plus soutenu que Volodymyr Zelensky. Lui-même, le général Zaloujny a toujours écarté cette possibilité. Il me semble effectivement improbable qu'en temps de guerre, le chef d'état-major décide de se lancer dans une campagne présidentielle. Mais effectivement, à moyen terme, avec une classe politique en Ukraine qui est quand même largement discréditée pour la plupart d'entre elles par des faits de corruption, etc., il n'est pas improbable qu'effectivement, à moyen terme, en fonction de comment se termine la guerre, le général Zaloujny décide de rentrer en politique et soit finalement novice comme l'a été le président Zelensky en 2019. On parlait, Ulrich Bouna, à l'instant de la présidentielle censée se tenir en 2024. Effectivement, on n'est pas sûr que le scrutin ait lieu, même si Volodymyr Zelensky avait dit il y a quelques mois qu'il souhaitait organiser ce scrutin. D'un point de vue législatif, comment ça va se passer concrètement si Volodymyr Zelensky n'a pas la capacité d'organiser cette présidentielle? Il va rester au pouvoir? Comment ça peut se passer? Est-ce que ça peut mener à des blocages politiques? Alors pour le coup non, puisque donc d'un point de vue législatif, l'Ukraine en fait est en état d'urgence et
en loi martiale, voilà, c'est ça. Et donc du coup, dans ce cadre-là, en loi martiale, les élections sont reportées sine die. Donc en fait, si vous voulez, et c'est valable d'ailleurs pour les députés de la Rada, hein, parce qu'il y avait une élection législative qui est prévue aussi cette année. Donc en fait, leurs mandats sont étendus jusqu'à ce que finalement se termine la loi martiale. Il faut savoir que la loi martiale est renouvelée tous les 3 mois en Ukraine. Elle le sera probablement pendant toute la durée de la guerre, mais effectivement, va se poser la question quand même, si cette loi martiale est prolongée trop longtemps, de la légitimité finalement et des députés et de Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup, Ulrich Bouna, d'avoir répondu à nos questions. Et on l'apprend à l'instant, le bilan des frappes russes menées ces dernières 24 heures en Ukraine passe à 30 morts et 160 blessés, annonce des autorités ukrainiennes. Merci beaucoup, Ulrich Bouna, analyste en géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective ? Un livre à retrouver aux éditions du CIR.